de sa recevabilité. Je vous remercie. Maintenant, je cède la parole à Madame la ministre de la Famille. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, la première ministre a évoqué lors du discours d'ouverture de vouloir bâtir l'avenir du Québec par des mesures plus ambitieuses, plus humaines. Elle a également mentionné sa volonté de réduire la pression sur le portefeuille des familles d'ici. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'elle m'a mandaté d'accélérer la conversion de 5 000 places non subventionnées en places à 9,65 $ par jour. Ça inclut 500 places de conversion en CPE. Alors, je suis évidemment très fière de la confiance qu'elle m'a témoignée en me confiant les rênes du ministère de la Famille. Mais je souhaite prendre le temps de souligner tout le travail de mes prédécesseurs. En fait, je pense entre autres au député de Papineau qui a lancé le grand chantier. Je pense bien sûr à ma collègue de Verchères qui a contribué à son déploiement en créant des milliers de places et sans compter bien sûr celle de ma collègue de Duplessis, en fait, pour la colossale tâche de la mise en œuvre du portail. Depuis 2018, on travaille pour répondre aux besoins des familles, du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et des organismes communautaires familles. Bien entendu, je veux mener à terme tous les dossiers prioritaires et contribuer à ma façon à l'épanouissement des familles et des enfants du Québec. Comme je suis d'abord et avant tout députée de Bonaventure, je ne peux pas passer sous silence les grandes avancées qu'on a faites dans mon comté depuis 2022. Grâce à notre gouvernement, on a déployé des tours cellulaires pour améliorer la sécurité et la connectivité dans des secteurs moins bien desservis comme Saint-Elzéar ou encore Saint-Alphonse. Et on est très avancé aussi pour Hope et Pointe-à-la-Croix. On a enfin inscrit au PQI le projet de modernisation de l'urgence et des soins intensifs de l'hôpital de Maria. Et ça, c'est un geste concret pour améliorer l'accès aux soins dans la baie des Chaleurs. Et toujours à Maria, on a sécurisé la route 132 avec des travaux et des investissements majeurs. On est en train d'emmener l'eau potable à Port-Daniel Gascon. Ça faisait 25 ans, imaginez, Madame la Présidente, que ce projet-là stagnait. Enfin, ses résidents ont commencé déjà à avoir accès à l'eau potable. On a transformé la Villa Pabot en maison des aînés. On a construit une nouvelle école à New Carlisle et j'en passe. Mais sachez, Madame la Présidente, que même si j'ai des nouvelles responsabilités maintenant, je suis toujours autant impliquée dans ces dossiers qui me tiennent particulièrement à cœur. Depuis le 21 avril dernier, j'ai l'énorme privilège d'être ministre de la Famille. Et Madame la Présidente, une place qui est créée, c'est un parent qui peut inscrire son enfant et retourner sur le marché du travail ou aux études. À ce moment-là, c'est toute la société québécoise qui y gagne. Grâce au grand chantier, plus de 37 000 nouvelles places subventionnées ont été créées. Ça inclut des milieux familiaux et ce sont plus de 10 000 places en installation qui sont aussi en cours de réalisation. Avant, ça aurait pris 15 ans pour créer le même nombre de places subventionnées. Le grand chantier a relancé l'attractivité pour le milieu familial. En fait, en 5 ans, on a créé plus de 12 000 places, dont plus de 10 000 subventionnées. La conversion de places non subventionnées en places subventionnées, c'est aussi une façon de développer notre réseau. Près de 11 000 places ont déjà été converties depuis octobre 2021. Et si on ajoute les 5 000 places de l'appel de projet qui débute aujourd'hui, on est à 16 000. Alors, nous, on pense que nos familles ont grandement besoin qu'on réduise la pression sur le portefeuille. L'un des objectifs du grand chantier pour les familles, c'est aussi de gagner en efficacité pour le développement des places dans le réseau. Alors, on ne peut pas créer 37 000 places sans avoir une structure qui est solide, mais agile. Et pour réussir cet exploit-là, ça a pris des gens sur le terrain, Madame la Présidente, qui ont porté ces projets-là avec nous. Alors, je tiens à remercier l'ensemble du réseau pour son travail, que ce soit les éducatrices qui prennent soin de nos enfants ou encore les gestionnaires qui pilotent les projets et bien évidemment tout le personnel de soutien. Leur travail mérite d'être souligné. Pour accroître l'efficacité du réseau, on doit prendre des décisions audacieuses et novatrices. En 2024, on a lancé un projet pilote de construction de CPE préfabriqués. Et l'avantage du préfabriqué, c'est la rapidité de sa construction, bien sûr, et ça permet de rendre les places disponibles plus rapidement pour nos familles.
Et l'intérêt pour ce projet-là est très grand. D'ailleurs, on a 13 projets qui sont autorisés pour un total de 1142 places. Et le premier CPE préfabriqué a été mis sous permis en septembre 2025, moins d'1 an après le début de sa conception, alors que les projets traditionnels prennent en moyenne jusqu'à 16 mois de conception et 9 à 12 mois en réalisation. Alors, on parle d'un gain de plus d'1 année pour la livraison d'une installation. Alors, c'est vraiment majeur, Madame la Présidente. Une autre mesure qu'on a mis sur pied, c'est le Bureau d'accélération de projets qui a le mandat d'accélérer le développement des projets de création de places en services de garde éducatifs à l'enfance. C'est une instance qui agit pour trouver rapidement des solutions aux défis rencontrés dans les projets de développement. Et l'expertise de ce bureau-là a permis de débloquer des projets qui équivalent à plus de 4000 places. Et un autre objectif du grand chantier, c'est la formation et la rétention de main-d'œuvre qualifiée. Ça reste un défi important. Alors, on a investi massivement dans le parcours travail-études en petite enfance, qui était une demande du milieu des services de garde éducatifs. Le programme de formation rémunérée est offert aussi dans plusieurs établissements d'enseignement collégiaux. Les CPE, les garderies ont ainsi du soutien pour recruter du personnel éducateur intéressé à se former en petite enfance et qui est disponible à temps partiel pour travailler dans leur milieu tout en étudiant. On a aussi soutenu les employeurs qui encouragent leur personnel à se qualifier grâce à la mesure qu'on connaît sous le nom de RAC 96. Ça veut dire qu'un employeur reçoit du financement pour libérer un membre de son personnel qui obtient une reconnaissance de ses acquis et compétences et qui se voit décerner un diplôme en petite enfance. Il y a aussi le Service québécois de certification du personnel éducateur de la petite enfance qui permet au personnel non qualifié de soumettre un dossier pour obtenir un certificat de reconnaissance de qualification ou de recevoir une prescription de formation personnalisée. Le service est pleinement opérationnel et il contribue aussi, bien sûr, à la formation et à la qualification du personnel. On a des allocations dédiées à l'intégration en service de garde des enfants qui présentent des besoins de soutien particuliers. Ça a augmenté de 157 % en 7 ans. C'est énorme. En 2024-2025, le gouvernement a versé 280 millions au service de garde éducatif à l'enfance pour ça. Et on poursuit la refonte de ces allocations pour mieux répondre aux besoins qui sont sur le terrain et aussi pour simplifier l'accès. Assurer un accès équitable au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, c'est, j'en suis convaincue, un devoir de notre société. On a pris des mesures ambitieuses pour y arriver, des mesures nécessaires pour remodeler un réseau qui n'avait pas eu de réforme majeure depuis sa création il y a près de 30 ans déjà. On a révisé le cadre normatif qui régit l'admission en service de garde. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre dernier. Maintenant, il y a une politique d'admission nationale unique pour les CPE et les services de garde subventionnés qui a été instaurée, qui est mise en œuvre par le portail d'inscription aux services de garde. Ça veut dire plus d'équité et plus de transparence pour les parents. On a expliqué abondamment et en détail les changements de cette politique, mais je me permets de revenir sur les grandes lignes. En premier lieu, l'ordonnancement des enfants dans le portail d'inscription aux services de garde est fait en fonction de 5 catégories, soit la fratrie des enfants du personnel, les enfants du personnel, la fratrie, les enfants qui ne sont pas déjà admis sur une place subventionnée en installation et enfin les autres enfants. Et ensuite, l'ordonnancement est fait en fonction du délai d'attente depuis la date de fréquentation souhaitée. En troisième lieu, les services de garde ont la possibilité d'appliquer certaines priorités d'admission pour un maximum de 50 % de leur admission annuelle. Par exemple, ils peuvent admettre en priorité les enfants avec des besoins particuliers ou encore des enfants qui vivent dans un contexte de précarité socio-économique. Ces priorités d'admission sont clairement affichées lors de l'inscription au service de garde dans le portail, alors les parents peuvent prendre une décision éclairée. Enfin, les priorités d'admission liées aux communautés culturelles, à la religion et à la proximité du domicile ne sont plus possibles. Le portail d'inscription au service de garde, c'est notre réponse concrète aux demandes des parents québécois pour rétablir la confiance envers le réseau en matière d'attribution des places. Et avec le portail, les parents peuvent faire des demandes d'admission pour leur enfant à tous les services de garde qui les intéressent en ayant l'information sur chacun en toute transparence. Madame la Présidente, dans un souci d'assurer un accès équitable aux services de garde, on est conscient
que l'offre et la demande dans des régions rurales éloignées des grands centres sont différentes de ce qu'on peut trouver en milieu urbain. Alors, pour répondre aux besoins des familles établies dans ces régions et aussi pour soutenir les personnes responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial, on a mis sur pied le projet pilote de RSGE en communauté en avril 2022. Ça permet à 2 RSGE de réunir leurs services en milieu familial dans un local qui est fourni par un partenaire comme une municipalité ou encore un organisme communautaire ou une entreprise. Et aujourd'hui, on a 284 projets qui sont en activité pour un total de 2796 places. Alors, dans une région comme la mienne où on a besoin de considérer les réalités régionales, qu'on doit faire preuve de souplesse, d'agilité, bien, ça fait une énorme différence. Comme je l'ai déjà présenté plus tôt, on a travaillé très fort depuis 2018 pour augmenter le nombre de places, spécifiquement les places subventionnées en service de garde, et on poursuit nos efforts. Alors, c'est pour cette raison que dans les dernières semaines, on a lancé 3 appels de projets qui vont combler une partie de ces besoins-là. Comme je le mentionnais en introduction, on vient de lancer un vaste appel de projets pour convertir jusqu'à 5 000 places non subventionnées en places subventionnées, et cette conversion représente un investissement de 400 millions sur 5 ans. Et comme je le disais aussi, sur ces 5 000 places-là, il y en a 500 qui sont converties en places en CPE. Alors, bien sûr, j'ai très hâte d'annoncer les projets qui seront retenus. La pénurie de main-d'œuvre dans les services de garde éducatifs, c'est un autre enjeu prioritaire auquel on continuera de s'attaquer. Nos campagnes de recrutement et de valorisation du personnel éducateur, tout comme l'amélioration des conditions de travail mises en place lors de la signature des conventions collectives, ça porte fruit. En 2024-2025, 7 132 éducatrices et éducateurs se sont ajoutés au réseau et depuis 2021, ce sont 17 802 membres du personnel éducateur qui ont rejoint les rangs du réseau des services de garde. Et je précise aussi que ces 2 nombres-là, ce sont des embauches nettes. On poursuit nos investissements dans la formation. Le parcours travail-études en petite enfance recevra 12 millions pour l'année 2026-2027. La reconnaissance des acquis et des compétences, la RAC, sera gratuite aussi grâce à un investissement de 4 millions sur 2 ans. Et on bonifie l'offre de formation courte dans le domaine de l'éducation à l'enfance de 3,2 millions sur 2 ans. Et il y a aussi le projet pilote qui vise à soutenir les éducatrices qui œuvrent en CPE, qui a été lancé ce printemps. Il va permettre de déployer l'équivalent de 180 ressources à temps complet supplémentaires pour soutenir le personnel éducateur et faciliter l'accueil et l'intégration des enfants qui présentent des besoins de soutien particuliers. On est aussi en train de compléter l'intégration des personnes non reconnues dans le réseau. En fait, à partir du 1er septembre 2026, il faudra obligatoirement être reconnu par un bureau coordonnateur pour offrir la garde à plus de 2 enfants qui n'habitent pas ordinairement ensemble. Et en étant reconnus, les RSGE peuvent recevoir de l'aide financière aussi au démarrage, de l'accès, de l'accompagnement, de la formation, en plus de pouvoir offrir des places à contribution réduite aux parents qu'elles desservent. Et enfin, la dernière priorité que je souhaite souligner, et non la moindre, c'est de continuer de veiller au bon fonctionnement du portail, de poursuivre les efforts d'amélioration dans le but de toujours mieux répondre aux réalités et aux besoins du réseau des services de garde éducatifs et des parents du Québec. Alors, Madame la Présidente, je conclus mon intervention en vous mentionnant que notre gouvernement a investi massivement au cours des dernières années, des 5 dernières années en petite enfance. Ça nous a permis d'accomplir des changements importants pour les familles d'ici, pour nos enfants qui sont bien sûr nos adultes de demain. Alors, pour bâtir l'avenir du Québec, il n'y a aucun doute, on doit continuer de les prioriser. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la